Bonjour à tous. Il a fait ses premiers pas professionnels au sein du Boston Consulting Group. Il a été conseiller général et régional de La Réunion. Fils d'un des cofondateurs du groupe Bourbon, il a été pendant plus de 30 ans le PDG de cette société dont il préside aujourd'hui encore le conseil d'administration. Bonjour Jacques de Châteauvieux. Bonjour. Je vous propose de commencer par présenter votre groupe qui a un parcours et un profil assez particulier puisque le groupe s'est d'abord développé dans l'industrie sucrière, s'est ensuite spécialisé dans la grande distribution et aujourd'hui est un grand acteur des services maritimes. Effectivement, nous sommes nés à l'île de la Réunion où l'industrie principale était l'industrie sucrière. On en a été un des acteurs principaux et on a restructuré cette industrie en fermant les petites usines, en agrandissant celles qui restaient, en créant des centrales mixtes produisant de l'énergie et de la vapeur pour le réseau et pour l'usine. Et il y avait une limite naturelle aux possibilités de développement dans ce secteur. Et 10 ans plus tard, j'ai changé complètement la stratégie pour créer un conglomérat de 3 métiers qui n'avaient rien à voir entre eux. Alors, les services maritimes, c'est plus spécifiquement des services pour l'industrie pétrolière et parapétrolière. Concrètement, quels services apportez-vous à ces professionnels? Alors, lorsqu'ils opèrent offshore, le seul moyen d'accéder offshore, c'est le bateau ou, dans une très moindre mesure, l'hélicoptère pour les transports de personnes. Et puis, les plateformes qui travaillent offshore doivent être positionnées, tractées, ancrées, approvisionnées avec tout ce qui est nécessaire à leur fonctionnement, soit le fonctionnement technique, soit le fonctionnement des femmes et des hommes qui travaillent à bord. Et c'est tout ce service de logistique que nous faisons pour le compte des pétroliers, plus les interventions désormais sous la mer avec des robots à partir de nos navires. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais Bourbon, c'est également le propriétaire des fameux navires Abeille, qu'on voit régulièrement sur le littoral français. Effectivement, nous travaillons pour la France, pour l'action de l'État en mer, avec ces remorqueurs qui vont aider les navires en difficulté, en particulier lorsqu'il fait mauvais, et c'est une des raisons pour lesquelles on nous voit effectivement souvent dans ces circonstances-là. Alors, l'actualité du groupe Bourbon, c'est cette OPA qui a été lancée par votre holding familial, Jacquard, qui possède à ce jour 26% du capital. Une OPA qui a surpris pas mal de monde sur le marché parce qu'on ne l'a pas vu venir d'abord et parce qu'on a eu du mal à décrypter ce qui se jouait. Oui, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle de croissance de Bourbon a été basé au cours des 12 dernières années sur un investissement massif en navires neufs pour gagner des parts de marché. Et donc la croissance, c'était plus de navires, plus de parts de marché. Aujourd'hui, on assiste à une maturation de ce modèle de croissance parce qu'on ne peut pas, chez les clients, avoir plus qu'une certaine part de leur activité et dans certains pays, avoir plus qu'une certaine part de marché. Et par rapport à cette maturation du modèle de croissance, il faut désormais se réinventer. Et dans cette phase-là, il nous est apparu qu'un contrôle de l'entreprise et pas simplement une influence sur l'entreprise nous permettrait de le faire en toute sérénité. Donc ce qui se dessine, on le comprend bien, c'est un nouveau changement de cap radical dans l'activité du groupe Bourbon, c'est-à-dire un nouveau cycle, après 10 ans dans les services maritimes. Vous préparez clairement un nouveau virage stratégique. Alors, changement oui, radical non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Bourbon, avec 500 navires, est devenu le leader mondial dans cette activité, et nous disposons donc d'une plateforme en mer à partir desquelles un certain nombre d'autres activités peuvent se développer. De la même manière que dans certains pays ou avec des clients, nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller plus loin dans les services que nous leur rendons. Donc demain, ce sera plus de services dans un environnement que l'on maîtrise et à partir d'une flotte donc centrée sur nos navires, qui, elle, est la plus importante et la plus moderne dans notre industrie. Alors, je vais me permettre de réfléchir tout haut. Est-ce qu'on peut imaginer, compte tenu de votre métier actuel, que vous puissiez vous engager un peu plus dans l'industrie pétrolière ou parapétrolière en faisant ce que fait un groupe comme Coflexip, par exemple? Alors, je crois qu'il ne faut rien exclure, effectivement, dans les pistes qui pourraient être les nôtres. Il faut savoir que 3 dimensions peuvent expliquer notre stratégie future. La première, c'est là où nous n'avons pas encore la part de marché que l'on pourrait avoir, eh bien continuer à développer le modèle précédent. Et puis à partir des secteurs dans lesquels nous sommes, des différents métiers dans lesquels nous sommes, adjoindre des métiers nouveaux qui sont ceux qui naturellement peuvent être développés au départ de notre base actuelle. Et puis il ne faut pas exclure une 3e dimension qui est celle qui a trait à la déconstruction des chaînes de valeur telles qu'elles sont pratiquées dans les métiers et à reconstruire sur des bases nouvelles cette fameuse destruction créatrice pour pouvoir développer des nouveaux métiers, et ceci ne peut s'envisager que lorsqu'on a une taille suffisante. Aujourd'hui, on a cette taille, les perspectives sont donc plus ouvertes.
Quand vous disiez tout à l'heure que ce virage stratégique serait plus facile à réaliser en ayant un contrôle majoritaire de la société, est-ce que ça veut dire que vous avez d'ores et déjà eu des contacts avec des partenaires potentiels qui vous ont clairement exprimé ceci? C'est-à-dire qu'ils souhaitaient avoir en face d'eux quelqu'un qui était le maître absolu de son activité, le maître chez lui? Oui, alors il y a trois aspects qu'il faut considérer pour répondre à votre question. La première, c'est qu'il y aura des stratégies nouvelles. Ça crée des incertitudes, et dans les périodes d'incertitude, c'est comme dans les périodes de gros temps sur les navires, il faut que à la passerelle, tout le monde soit solidaire dans un axe tel qu'il a été défini. Et puis, une partie de notre croissance viendra sans doute de partenariats, car on ne peut pas, dans ces secteurs-là, se développer à partir de rien. Je constate que dans un certain nombre de pays ou de géographies, en particulier en Asie, les partenariats se font d'homme à homme. Ce sont des relations personnelles avec des entrepreneurs ou avec des personnes qui dirigent leurs entreprises avec cet état d'esprit-là. Et donc, ils souhaitent avoir en face d'eux quelqu'un qui représente l'entreprise, pas simplement en tant que manager, mais également en tant que propriétaire. Et puis, les nouveaux métiers vont conduire à ce que des personnes, des femmes et des hommes d'un type nouveau, se comportant d'une manière nouvelle, ayant une culture propre, soient intégrés à notre entreprise. Et cette intégration, elle nécessite aussi que quelqu'un fasse le lien. Et c'est dans cette perspective-là que l'on doit comprendre la volonté que nous avons eue, non pas de racheter toute l'entreprise, mais d'en contrôler 50%, de manière à se mettre à l'abri des contingences à court terme pour développer une stratégie dont les résultats se feront forcément connaître que dans le temps. L'éolien offshore, Jacques de Châteauvieux, ça peut être un axe également de développement pour Bourbon? Oui, alors bien entendu, nous avons déjà commencé dans ce secteur, notamment lorsqu'il s'agit d'avoir des éoliennes qui ne sont pas fixes, ancrées dans le sol, mais qui sont flottantes. Et là, on est complètement dans notre domaine d'expertise. Nous avons déjà réalisé quelques opérations de ce type au large de l'Espagne. Mais ça reste dans l'immense marché de l'offshore pétrolier et gazier, ça reste quelque chose de relativement modeste pour l'instant. Sur les 500 navires qui composent votre flotte, quelle part est réservée aux pavillons français? Alors je pense qu'aujourd'hui, tous les navires qui travaillent pour la Marine nationale, bien sûr, sont pavillon français. Nous avons un certain nombre de navires qui, du fait de leur technicité ou du fait de la nature des équipages qui doivent les opérer, sont également pavillon français. Je ne pourrais pas vous dire exactement le chiffre, mais c'est certainement inférieur à 20%. Nous sommes présents dans 50 pays. Nous avons à bord de nos navires 84 nationalités et nous servons là où, dans le monde entier, se développe l'activité offshore. Nous nous organisons de la manière la plus appropriée, mais d'être un armateur français, c'est pas un handicap. À de multiples égards, c'est même un avantage. À quels égards, par exemple? Il faut savoir que nous bénéficions pour nos investissements de la possibilité de le faire avec des GIE fiscaux et donc de réduire la charge de l'investissement. Les marins qui travaillent sur nos navires et qui sont des marins français, nous bénéficions d'une exonération des charges sociales et du fait du traitement des bénéfices à ce qu'on appelle dans notre industrie la taxe au tonnage, nous avons également un avantage quant à la taxation de nos bénéfices. Ces trois éléments mis bout à bout font de la France un pays très bon pour un armateur. Alors je précise juste pour terminer que l'OPA se termine lundi 23 juin. Ces résultats seront communiqués à la fin du mois. Alors l'AMF déclarera les résultats définitifs le 30 juin. Très bien. Merci beaucoup, Jacques de Châteauvieux. À bientôt. Merci. Merci.